Maman, s'il te plaît, ne parle à personne, tu ne comprends pas ce genre d'ambiance. Assieds-toi et reste tranquille. » Sa voix a claqué dans l'air comme une gifle. Les rires étouffés ont suivi, les regards se sont tournés vers moi comme des lames. Pendant une seconde, j'ai cru m'évanouir. J'étais là, au milieu de ce somptueux salon du 7e arrondissement de Paris, entouré de lustres étincelants, de serveurs en gants blancs et de couples élégants qui sirotèrent du champagne. Et moi, dans ma robe couleur prune toute simple, je me sentais minuscule, invisible. C'étaient les fiançailles d'Alice, ma fille unique. J'avais pris un taxi depuis Nantes le matin même, le cœur gonflé de fierté. Mais cette phrase, lancée avec froideur, a brisé quelque chose que je ne pourrais jamais recoller. Je l'ai regardée, si belle, si sûre d'elle dans sa robe rouge, le bras de Gaspard autour de sa taille. Lui, le fiancé parfait, fils d'une famille traditionnelle, costume sur mesure, sourire poli. Elle riait avec ses invités comme si je n'existais pas. Quand j'ai essayé de m'approcher, elle m'a stoppé d'un geste sec, ce même geste qu'on utilise pour écarter quelqu'un de trop ordinaire. 2 femmes derrière moi ont chuchoté. « C'est sa mère ? On dirait une employée de maison. » Je les ai entendues, j'ai tout entendu. J'ai senti mes joues s'enflammer, mais j'ai gardé la tête droite. J'étais la mère de la fiancée. J'avais le droit d'être là. J'ai attendu qu'Alice me regarde de nouveau. Quand nos yeux se sont croisés, il n'y avait ni amour ni honte dans les siens, seulement de l'embarras. Elle craignait que je parle, que je bouge, que je sois moi. Alors j'ai compris. J'ai compris qu'elle voulait que je sois un fantôme dans sa belle soirée parisienne. Je me suis dirigé vers la sortie. Chaque pas résonnait dans ma poitrine comme un tambour. Les rires derrière moi semblaient s'amplifier à mesure que je m'éloignais. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Je ne voulais pas leur donner ce plaisir. Dehors, la nuit parisienne brillait, indifférente à ma douleur. J'ai attendu le taxi, les bras serrés contre moi. Quand enfin je me suis assise sur la banquette arrière, les larmes ont jailli toutes seules. Pas des larmes de faiblesse, mais de lucidité. Je me suis revue des années plus tôt, les mains couvertes de farine, ouvrant ma boulangerie à 4 heures du matin. Tous ces sacrifices, toutes ces années à travailler pour lui offrir un avenir meilleur. Et voilà comment elle me remerciait. En regardant les lumières de la ville défiler derrière la vitre, une pensée glaciale s'est installée dans ma tête. L'amour qui exige que tu t'effaces n'est pas de l'amour, c'est une forme de domination. Alice avait honte de moi, et moi, j'avais passé 20 ans à tout lui donner. Cette nuit-là, entre la douleur et la colère, quelque chose s'est éveillé. Une clarté froide, coupante comme du verre. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais je savais une chose, je n'allais plus jamais me taire. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Je m'appelle Lucie Moreau, j'ai 70 ans et je suis veuve depuis 20 ans. Quand mon mari est mort, Alice n'avait que 15 ans. Je me souviens encore du murmure de sa voix à l'hôpital. « Prends soin de notre fille. » C'est ce que j'ai fait. J'ai tenu parole. J'ai travaillé toute ma vie dans une boulangerie du quartier de Nantes depuis mes 18 ans. D'abord vendeuse, puis responsable et un jour propriétaire. J'ouvrais à 4 heures du matin, le parfum du pain chaud m'enveloppait comme une promesse. Les journées étaient longues, les mains usées, les jambes lourdes. Mais le soir, quand je voyais Alice penchée sur ses cahiers à la table de la cuisine, tout prenait sens. Avec le temps, j'ai acheté une petite maison à mon nom, un pavillon modeste avec un jardin où j'ai planté des roses blanches. Chaque brique, chaque meuble, chaque rideau portait la trace de mes efforts. Tout ce que j'avais, c'était pour elle. Alice a toujours été brillante. Elle a étudié la gestion à l'université, obtenu son diplôme avec mention. Ce jour-là, j'étais dans la salle, en larmes, les mains tremblantes d'émotion. Ma fille avait réussi. J'étais fière. Puis, elle a trouvé un emploi dans une grande entreprise à Paris. Son ton a changé. Sa manière de parler, de s'habiller, de me regarder aussi. Elle venait moins souvent à Nantes. Quand elle appelait, c'était bref, pressé, entre 2 réunions. J'ai senti la distance se creuser, lentement, comme une fissure dans un mur.
6 mois avant cette fameuse fête, elle m'a téléphoné pour m'annoncer qu'elle était fiancée à Gaspard, un jeune homme d'une bonne famille. J'étais sincèrement heureuse. Je lui ai proposé de participer aux frais du mariage, mais elle a refusé sèchement. « Ce n'est pas nécessaire, maman, tout est déjà prévu. » J'ai voulu m'impliquer un peu, aider avec la décoration, les fleurs, n'importe quoi. À chaque fois, elle changeait de sujet. Un jour, j'ai décidé de lui faire une surprise. J'ai pris le train pour Paris avec un gâteau au chocolat et aux carottes, sa gourmandise d'enfance. Quand elle a ouvert la porte, son regard m'a glacée. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je voulais te voir. Je t'ai apporté ton gâteau préféré. » Elle a pris le plat sans même m'inviter à entrer. « Merci. Mais la prochaine fois, appelle avant de venir, d'accord ?» Puis elle a refermé la porte doucement. Mais ce doucement faisait plus mal qu'une gifle. Ce soir-là, j'ai compris que ma fille n'avait plus besoin de moi. Ou plutôt qu'elle ne voulait plus que je fasse partie de son monde. Les jours suivants, j'ai continué ma routine à la boulangerie. Mes clientes bavardaient, riaient, parlèrent de leurs enfants. Moi, je souriais mécaniquement. Mais à l'intérieur, tout était vide. C'est Rose, ma fidèle employée, qui a perçu la douleur avant tout le monde. Elle travaillait à mes côtés depuis plus de 20 ans. Une femme simple, courageuse, les cheveux gris attachés en chignon, les mains abîmées, mais pleines de douceur. « Madame Lucie, vous ne mangez presque plus. Quelque chose ne va pas ?» J'ai haussé les épaules. Elle n'a pas insisté. Elle m'a juste préparé une tisane chaude et a laissé sur le canapé ma couverture préférée. Des petits gestes silencieux, mais puissants. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je regardais le plafond en pensant à mon mari. « Prends soin de notre fille », m'avait-il dit. Oui, j'avais pris soin d'elle. Peut-être trop. Et à ce moment précis, entre les souvenirs et la tristesse, une idée m'a traversé l'esprit. Pas une vengeance, non. Une décision claire, froide, irréversible. Le lendemain matin, après mon café, j'ai pris le téléphone. « Maître Dubois ? Bonjour. J'aimerais prendre rendez-vous. C'est à propos de mes biens. Il faut que je fasse quelques changements. » Ce jour-là, sans le savoir encore, ma vie a pris un virage que rien ni personne ne pourrait plus arrêter. 3 jours après cet appel, je suis entré dans le cabinet de Maître Dubois, mon notaire depuis toujours. Les murs sentaient la cire et le vieux papier, les dossiers s'empilaient sur son bureau massif. Il m'a accueilli avec ce sourire professionnel qu'ont les gens qui en ont vu de toutes les couleurs. « Madame Moreau, qu'est-ce qui vous amène ?» Je me suis assise, droite, les mains posées sur mon sac. « J'aimerais faire une donation. » Il a levé les sourcils, surpris. « Une donation ? À votre fille ? » ?»« Non, à ma gouvernante, Rose Martin. » Il a marqué un silence avant de reprendre, avec une prudence presque délicate. « Vous êtes sûr de vouloir faire cela ? Vous savez que la loi française protège les héritiers réservataires. Votre fille, je sais, je connais la réserve héréditaire, mais je ne laisse personne. Je veux simplement que ce soit clair, légal, irréprochable. Je ne veux plus rien laisser au hasard. Alors nous avons tout détaillé. Ma maison de Nantes serait donnée à Rose, mais avec réserve d'usufruit viager. Je pourrais y vivre jusqu'à ma mort. Elle, de son côté, en deviendrait la propriétaire nue, reconnue et enregistrée. Mon compte d'épargne serait transféré en assurance vie avec Rose comme bénéficiaire unique. Les taxes, frais et formalités seraient réglés immédiatement. Maître Dubois m'a observé longuement avant de signer le projet. C'est rare de voir une telle lucidité, Madame Moreau. Peu de gens récompensent la loyauté de cette façon. J'ai souri. Ce n'est pas un cadeau, c'est une reconnaissance. Cette femme a été ma famille quand la mienne me tournait le dos. En sortant du cabinet, j'ai levé les yeux vers le ciel gris de Nantes. Il faisait froid, mais je me sentais légère, comme si j'avais enfin récupéré un morceau de moi-même. Les semaines suivantes, j'ai gardé le silence. Je travaillais encore à la boulangerie, mais je savais que le chapitre suivant de ma vie m'attendait ailleurs. Rose s'occupait de la maison, moi des papiers. Puis un jour, ma sœur Hélène m'a appelé depuis La Rochelle. « Viens vivre ici quelque temps. La mer te fera du bien. » J'ai réfléchi toute la nuit. Le lendemain, j'ai pris le train avec une seule valise et mes papiers notariés dans le sac. Quand je suis arrivée à La Rochelle,
L'air marin m'a giflé doucement. Hélène m'attendait sur le quai, un grand sourire sur le visage. Nous étions deux veuves fatiguées, mais prêtes à recommencer à zéro. Sa maison donnait sur la mer. Une petite terrasse en bois, des volets clairs et ce vent salé qui entrait partout. « Ici, tu pourras respirer », m'a-t-elle dit. Et c'est vrai, pour la première fois depuis longtemps, je respirais. Les premiers jours, je passais des heures à marcher sur la plage. Les vagues, les mouettes, le sable froid, tout me rappelait que la vie continue, que la douleur n'est pas une fin, mais une transition. Je pensais souvent à Alice, à ce qu'elle faisait, à ce qu'elle pouvait dire de moi. Mais je n'avais ni rancune, ni haine, seulement une immense lassitude. Un soir, en regardant le coucher du soleil avec Hélène, je lui ai dit « Tu sais, ce que j'ai fait, ce n'est pas une vengeance. »« Je sais, » m'a-t-elle répondu doucement. « C'est une justice du cœur. » 3 mois ont passé ainsi, dans un calme presque irréel. Pendant que je découvrais la paix, la vie d'Alice, elle, continuait à toute vitesse à Paris, mais dans une direction que je pressentais dangereuse. Et un matin, sans que je le cherche, la première rumeur de sa chute m'est parvenue. Je ne le savais pas encore, mais ce que j'allais entendre allait tout confirmer. Le monde d'Alice, construit sur l'apparence, commençait à se fissurer. Tout a commencé par un simple coup de fil. Un mardi matin, j'étais dans la boulangerie en train de sortir les pains chauds du four quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Allô ? Bonjour Madame Moreau, ici Madame Lefort, la fleuriste de la Place Royale. Vous savez, je travaille souvent avec votre fille. Enfin, avec Alice. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais il s'est passé quelque chose hier. Mon cœur a fait un bond. Elle a marqué une hésitation avant de poursuivre. Elle était dans ma boutique avec son fiancé, Gaspard. Il y a eu une scène, une terrible dispute. Il a crié. Il disait avoir trouvé des messages sur son téléphone, des messages d'un autre homme. Je suis restée muette. Elle est partie en larmes. J'ai cru bon de vous prévenir. J'ai raccroché sans un mot. Le monde autour de moi s'était figé. Le parfum du pain, le bruit de la rue, tout s'était effacé. Dans l'après-midi, les commérages ont commencé à circuler. Nantes, Paris, les nouvelles voyagent vite. On racontait que Gaspard avait rompu les fiançailles publiquement, qu'il avait découvert qu'Alice le trompait depuis des mois avec un certain Romain, un homme modeste, mécanicien dans une banlieue. J'ai senti mon estomac se nouer. Ironie du sort, ma fille, qui avait honte de mes origines simples, trompait son fiancé bourgeois avec un homme du peuple. Quelques heures plus tard, Gaspard a publié un message sur les réseaux sociaux. Sobre, froid, sans nom, mais tout le monde a compris. Je mets fin à mes fiançailles. La confiance est rompue. Je souhaite à chacun de retrouver la paix. La presse locale s'en est emparée. Les amis d'Alice ont disparu du jour au lendemain. Plus personne ne voulait être associé à un scandale. Ce soir-là, le téléphone a sonné 5 fois. Alice. Je n'ai pas répondu. La 6e fois, j'ai décroché. Sa voix était tremblante. « Maman, je ne sais plus quoi faire. »« Je t'écoute. »« Gaspard m'a quitté. Tout le monde me juge. J'ai des dettes, le mariage est annulé, mais les prestataires réclament quand même l'argent. Le traiteur, la salle, la robe, tout est à mon nom. Ce sont les règles, Alice. Les acomptes ne sont jamais remboursés. » Silence. « J'ai besoin d'aide, maman. Je n'y arriverai pas seule. » Je me suis adossée à la chaise. Dans le reflet de la vitre, j'ai vu mon visage calme, presque impassible. « Aide ? Tu veux dire de l'argent ? Juste un prêt, le temps de me retourner. Alice, quand tu m'as humiliée devant tous ces gens, tu m'as dit que je ne comprenais pas ton monde. Aujourd'hui, c'est ce monde-là qui t'écrase. » Elle s'est mise à pleurer. « Je sais, maman. J'étais stupide. Mais je t'en supplie. Non, Alice. Il faut que tu apprennes à tomber et à te relever seule. C'est ainsi qu'on devient adulte. » J'ai raccroché doucement. Je n'étais pas insensible, mais je savais qu'aider à ce moment-là ne serait pas de l'amour, ce serait entretenir sa fuite. Les semaines suivantes, les dettes se sont accumulées. Le traiteur l'a poursuivi pour non-paiement. La salle a gardé la compte. La boutique de robes refusait tout remboursement.
Sur les réseaux, Alice tentait de sauver les apparences, des citations sur la résilience, des photos de café et de coucher de soleil. Mais je voyais la détresse entre les lignes. Un soir, Rose est venue me montrer une publication. « Regardez, Madame Lucie, elle a supprimé toutes ses photos de fiançailles. » J'ai hoché la tête. Elle efface ce qu'elle ne supporte pas d'affronter. Je n'ai pas cherché à la contacter. Pas par rancune, mais parce que j'avais enfin compris une vérité simple. L'amour n'est pas sauver quelqu'un à sa place, c'est le laisser apprendre à se sauver lui-même. Et pendant qu'elle s'enfonçait dans ses erreurs, moi, je construisais ma paix, un pain après l'autre, une journée après l'autre. Mais je ne savais pas encore que le vrai face-à-face approchait. Celui où Alice comprendrait enfin ce que signifie perdre quelque chose qu'on croyait acquis. Les mois qui ont suivi ont été étrangement paisibles pour moi. À La Rochelle, la mère me servait de berceuse. Le matin, je buvais mon café sur la terrasse en regardant les pêcheurs rentrer au port. Rose m'envoyait parfois des messages, une photo des roses blanches qui fleurissaient dans le jardin, un petit mot pour dire que tout allait bien à Nantes. La vie avait repris son cours simple et honnête, jusqu'à ce coup de téléphone. C'était un dimanche après-midi, le vent faisait claquer les volets. Hélène, ma sœur, a décroché. Son visage s'est figé. « C'est pour toi, Lucie. C'est Rose. » Elle a l'air bouleversée. Je me suis levée lentement, le cœur déjà serré. « Rose, que se passe-t-il ?»« Madame Lucie, votre fille, elle est devant la maison. Elle essaie d'entrer. » Je me suis assise, le souffle court. J'ai mis le haut-parleur. De l'autre côté de la ligne, j'ai entendu la voix d'Alice, brisée mais encore arrogante. « Laisse-moi passer. C'est la maison de ma mère. Tu n'as aucun droit. » La voix ferme de Rose lui a répondu, posée. « Pardon, mademoiselle, mais cette maison ne vous appartient plus. Elle est à moi. Les papiers sont signés et enregistrés. Si vous insistez, j'appelle la police. » Un silence glacial a suivi. Puis un bruit de papier froissé et la voix d'Alice, plus tremblante. « C'est une blague? Une donation? Ce n'est pas possible. Maman ne ferait jamais ça. » « Allez vérifier au bureau du notaire, » a dit Rose calmement. « Tout est légal. Votre mère savait exactement ce qu'elle faisait. » Le téléphone est resté muet quelques secondes. Puis j'ai entendu un sanglot. « Où est-elle? Où est ma mère? Je dois lui parler. » Rose a soupiré. « Ce que vous deviez lui dire, il fallait le dire avant. Maintenant, Madame Lucie a choisi la paix. » Des pas qui s'éloignent, le claquement d'une portière, puis le silence. Hélène m'a regardée, émue. « Elle va te retrouver, tu le sais. » « Oui, je le sais. Et je suis prête. » 2 jours plus tard, elle m'a appelée. 23 fois. J'ai répondu à la 24e. « Maman, je t'en supplie. On doit parler. Je t'écoute. » Pourquoi? Pourquoi avoir tout donné à cette femme? Tout ce que papa avait construit? Papa et moi avons tout bâti ensemble, Alice. Et c'est moi qui ai entretenu cette maison pendant 20 ans, seule. Toi, tu n'as jamais payé une seule facture. Parce que tu ne m'as jamais demandé? L'amour ne se mesure pas aux demandes, mais aux gestes spontanés. Rose m'a respectée, soutenue, aimée sans jamais rien attendre. Toi, tu m'as humiliée. Silence. Puis sa voix s'est adoucie. « Où es-tu? Je veux te voir. » J'ai hésité, puis j'ai dit « À La Rochelle, chez ta tante Hélène. Viens, si tu veux parler vraiment. Mais ne t'attends pas à ce que je change d'avis. » Le lendemain matin, un taxi s'est arrêté devant la maison. Alice en est sortie, une petite valise à la main. Plus de maquillage, plus de bijoux, juste un visage fatigué. Elle s'est avancée vers moi, les yeux pleins de larmes. « Maman, je suis désolée. » Elle s'est agenouillée à mes pieds, les mains serrées autour des miennes. « Pardon pour tout. Je t'ai humiliée, j'ai eu honte de toi. Et c'est moi qui devrais avoir honte de ce que je suis devenue. » Je l'ai laissé parler. Les larmes coulaient, sincères cette fois. Puis je lui ai dit doucement « Relève-toi, Alice. Ce n'est pas en te mettant à genoux que tu répareras quoi que ce soit. » Elle s'est assise à côté de moi, le visage tremblant. « Je n'ai plus rien, maman. Plus d'argent, plus d'amis. J'ai tout perdu. » « Non,
Tu n'as pas tout perdu. Tu as encore la vie. À toi de la reconstruire, sans mensonge, sans faux semblant. Je l'ai regardée longtemps. Cette fois, je voyais non pas la femme arrogante, mais la petite fille perdue. Mais je savais aussi que l'amour ne suffit pas sans respect. Alice est restée plusieurs heures sur la terrasse, les yeux fixés sur la mer. Elle parlait peu, mais chaque mot semblait sortir d'un endroit qu'elle n'avait jamais osé regarder. « Maman, je ne savais pas que la honte pouvait faire si mal. Je pensais pouvoir recommencer ma vie ailleurs, sans mes origines, sans toi. Mais on ne se reconstruit pas en effaçant d'où l'on vient. » Je l'ai écoutée, sans l'interrompre. « Ce que tu as vécu, c'est une leçon. Tu as confondu réussite et reconnaissance. Moi aussi, jadis, j'ai voulu plaire à tout le monde, jusqu'à oublier qui j'étais. » Elle a hoché la tête, les larmes au bord des yeux. « Je ne te demande pas de reprendre ce que tu as donné à Rose. Je comprends maintenant. Ce n'est pas une punition, Alice. Ce que j'ai fait, c'est un acte de gratitude. Rose m'a soignée quand j'étais malade. Elle m'a respectée quand tu me méprisais. Elle mérite ce toit. Toi, tu mérites une chance de renaître, mais à ton tour, par ton propre travail. » Elle a murmuré « J'ai déjà commencé. J'ai trouvé un emploi dans une boutique de vêtements. Ce n'est pas grand-chose, mais je m'accroche. C'est un début, ma fille. L'orgueil ne nourrit personne. Le travail, lui, construit. » Elle m'a pris la main. « Tu me pardonnes ? » ?»« Oui, mais pardonner ne veut pas dire oublier, ni recommencer comme avant. Le pardon, c'est pour toi, pas pour effacer ce qui s'est passé. On est resté un moment sans rien dire, à regarder les vagues frapper la jetée. Elle s'est levée, a pris sa valise. « Je t'aime, maman, même si j'ai mis trop longtemps à le dire. »« Je t'aime aussi, Alice. Mais souviens-toi, l'amour sans respect détruit tout. Elle est partie. Je ne l'ai pas retenue. Je savais que c'était le seul chemin pour elle. » Le taxi s'est éloigné, avalé par la route du bord de mer. Les jours suivants, la maison a retrouvé son calme. Rose m'a appelée. « Madame Lucie, votre fille est venue me voir. Elle m'a remerciée. Elle a même apporté un bouquet de roses blanches. » J'ai souri. Peut-être, enfin, elle commençait à comprendre. Les mois ont passé. La boulangerie de Nantes tourne désormais grâce à mes employés de confiance. Rose continue de s'occuper de la maison avec amour et soin. Quant à moi, je vis ici, à La Rochelle, avec Hélène. Nous passons nos après-midi à marcher sur la plage, à parler de tout et de rien, à respirer. Parfois, Alice m'appelle. Ses messages sont simples, respectueux. Elle travaille, elle avance, et c'est tout ce que je souhaite, qu'elle apprenne à se tenir debout sans écraser personne. Assise sur la terrasse, je regarde la mer, et je repense à cette phrase que je me répète souvent. Se protéger n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. J'ai compris cela tard, mais pas trop tard. Aujourd'hui, je suis libre. Libre de choisir qui mérite mon temps, mon énergie, mon amour. Libre de ne plus me rapetisser pour entrer dans la vie de ceux qui me méprisent. Libre, enfin, d'exister dans ma propre paix. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.